Bon, moi, je m'appelle Pedro Je suis Bruno. et on va vous présenter sur Deep Learning, l'apprentissage des machines. Bon, premièrement, c'est quoi l'apprentissage des machines? Bon, ça commence d'abord avec les algorithmes. Donc, ils sont capables d'extraire du contenu à partir des données. Donc, on lui donne des données spécifiées, par exemple, pour être capable d'identifier que c'est quelque chose. Et à partir de ça, ils utilisent pour classifier les objets. Donc, c'est possible de faire une généralisation et une mémorisation. Qu'est-ce que c'est quelque chose? Bon, la généralisation, c'est être capable de, à partir de quelques images, sortir plusieurs images. Donc, tu lui donnes 3 images d'un chien, par exemple, et le programme est capable de, quand tu lui donnes une image de chien, quand tu lui donnes une image d'un chien, il est capable de dire c'est un chien. Une mémorisation, tu dois lui donner plusieurs données, par exemple, beaucoup de photos de chiens, et pour dire que c'est un chien, et il ne va pas fonctionner avec les images que tu lui as données. Donc, ça peut être un peu inviable, parce que c'est trop d'images, trop de données, donc ça prend trop de temps pour marcher. Donc, la solution, c'est généraliser. Par exemple, on donne 12 données à un programme. Et il est capable d'après sortir ces données, les classifier et dire par exemple que ça, c'est un chien, ça sera un chat, et ça sera par exemple un hamster. Et comment ça marche? Bon, c'est un apprentissage supervisé. Donc d'abord, on lui donne des données pour faire la généralisation. On donne des données et à partir de ces données, elles extraient du contenu pour traîner le modèle. Comme ça, on lui donne beaucoup de données. Il est capable, avec ces données, sortir les caractéristiques principales de quelque chose. Par exemple, un chien, il aura une tête d'un chien, un corps d'un chien, et comme ça, il peut dire que c'est un chien. Et après ça, quand on lui donne les premières données, on lui donnera des nouvelles données. C'est quoi les nouvelles données? C'est des données qui n'ont pas été introduites avant dans le programme. Donc, une photo nouvelle d'un chien, pour voir si le programme est capable de dire si c'est un chien ou si c'est pas un chien. Donc, pour faire ça, on doit faire d'une manière que la machine peut comprendre ce qu'on lui donne. Par exemple, on réduit la dimensionnalité du problème. Donc, l'ordinateur ne va pas analyser tous les traits d'un chien. Il va trouver une manière mathématique de dire que c'est un chien. Donc, et la méthode dépend de celui qui évolue. Par exemple, ici, on analyse la diagonalité de l'image. Par exemple, on prend une image d'une personne normale et on veut voir les zones que l'image est la plus diagonale. Donc, par exemple, la clarité des pixels. Donc, elle prend une partie de l'image. Les pixels, ils sont sortis du plus clair au plus noir. Ils sont multipliés par une matrice qui diagonalise cette matrice. Comme ça, ici dans cette image, on peut voir que les zones les plus diagonales sont les plus déstaquées. Vous avez déjà entendu peut-être des réseaux de neurones ou neural networks. Je vais expliquer un peu comment ils marchent et comment on utilise ça dans le deep learning. Les réseaux de neurones sont basés sur les cerveaux des personnes, mais en fait, ce n'est pas vraiment un réseau de neurones. C'est juste une méthode mathématique de faire une opération qui peut être utilisée pour le machine learning. Dans les réseaux de neurones, on les représente généralement comme ça. Et il y a deux choses les plus importantes. Ce sont les neurones artificiels, qui sont représentés par des cercles comme ça. Et dans chaque cercle, on va sauvegarder une valeur. Ça peut être une valeur entre 0 et 1, si c'est un réseau normalisé, ou une valeur négative ou un nombre très grand, si ce n'est pas normalisé. Donc les valeurs peuvent être le poids d'une personne, la taille, la pointure, des choses comme ça. Et il y a aussi les connexions du réseau de neurones. Les connexions sont représentées par des flèches et chaque connexion représente mathématiquement un poids multiplicatif entre les neurones. C'est comme le poids des examens dans la fac. Chaque examen que vous faites a un poids pour la note finale. Et ici, les neurones ont aussi des poids multiplicatifs. Et quelle est la fonctionnalité mathématique de cette structure? C'est représenté plus ou moins comme ça. On a les données qui sont dans les neurones et les poids, chaque connexion est un poids différent. Et on va faire la multiplication entre les données et les poids
Et à la fin, dans le nouvel neurone de nouveau stage, on va faire l'addition de chaque multiplication. Et on va obtenir un nouveau neurone et une nouvelle valeur. Ici, j'ai un exemple. J'ai mis quelques valeurs aléatoires pour démontrer. Mais la structure des réseaux de neurones sont plus ou moins comme ça. Il y a trois parties. La première, c'est le premier stage. C'est le stage d'input ou l'entrée des données. On va mettre ici dans chaque neurone, on va mettre les données qu'on a choisies, comme le poids de la personne, et la luminosité de chaque pixel d'une image. On peut utiliser aussi choses comme la note d'un examen que vous avez obtenu. Et on va mettre tout dans le premier stage. Le deuxième stage peut être un stage, deux stages, trois stages. Ce sont les neurones cachés ou les hidden neurons. C'est la partie cachée du réseau où il y a plusieurs neurones et on ne sait pas quelle est la signification de chaque neurone. Les connexions, les valeurs eux-mêmes ne représentent rien. C'est juste la machine qui sait quelle est l'utilité de chaque neurone. Et à la fin, il y a le dernier stage, c'est toujours le stage de output ou la sortie. Et c'est ce qui va nous dire quelle est la classification que le réseau a donnée. On voit ici qu'il y a 4 possibilités à la fin. Chaque neurone représente une classe différente, comme c'est une femme, un homme, un enfant ou un animal. Et à la fin, on aura les valeurs dans les neurones. Et la valeur le plus haut, c'est la décision du réseau de neurones. Donc, il y a un neurone allumé ici, c'est le neurone avec la valeur le plus haut. Et c'est-à-dire que j'ai décidé que cette image représente un chien, par exemple. Quand nous faisons un réseau de neurones, on ne peut pas choisir tout ce qu'on fait. On peut choisir le nombre de stages au milieu et la quantité de neurones dans chaque stage. Mais la valeur de chaque neurone, ce n'est pas nous qui va décider. Ce sont les données qu'on a mis au début. Ça dépend des données que j'utilise. Et les poids, qui sont les connexions, ce n'est pas nous qui va décider aussi. On va utiliser un algorithme, ça peut être le backpropagation ou le gradient descent, qui va plus ou moins utiliser les données que je donne à la machine pour entraîner les poids et choisir quels sont les poids que je dois utiliser pour avoir le plus de confiance dans le choix du réseau. Donc, je dois utiliser plusieurs données différentes dans le réseau, mettre ici au début. Et je vais ajuster, régler lentement chaque poids jusqu'au jour où j'ai la version finale du réseau. Et il y a plusieurs types de réseaux aussi, quelques topologies différentes, mais ce n'est pas important maintenant. Bon, donc Bruno il a expliqué comment fonctionnent les neurones, les réseaux neuraux. Et il y a un étage plus avancé de ça qui s'appelle Deep Learn. Donc c'est l'apprentissage basé en plusieurs couches et il est destiné à la compréhension de la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les humains, ils ne peuvent pas comprendre beaucoup ce qui se passe dans le programme parce que la machine, elle est trop vite au point où tu ne peux pas comprendre ce qu'elle fait, mais elle fait une chose un peu plus avancée qu'on pourra faire, par exemple, quand on met notre données. Le Deep Learning, c'est l'ordinateur qui met les données dans le programme. Donc, il peut avoir plusieurs paramètres, comme Bruno a parlé avant. Il a besoin aussi d'un grand numéro d'exemples pour pouvoir marcher. Donc, les premières données, on lui donne pour qu'il commence à faire son programme. Et après, il va rechercher des images pour mettre plus de données dans le programme. Comme ça, il devient plus précis. Et ça peut être appliqué dans le traitement de audio, des images et des vidéos. Ici, c'est un exemple. Donc, il y en a beaucoup plus de couches que les réseaux neuronaux que Bruno a présenté. Comme ça, on peut être plus précis sur ce qu'on veut extraire de le programme. Bon, avant, Bruno il avait expliqué ça. On donne une donnée d'entrée. Et il y a des descripteurs de l'image qui sont un peu simples. Donc, pour une voiture, il va rechercher une roue dans le format de la voiture, les fenêtres dans le format d'une voiture,
Comme ça, on peut conclure que c'est une voiture. Mais c'est pas trop précis parce que il n'y en a pas beaucoup de données. Donc, c'est ça qui vient le deep learning. On lui donne une voiture et avec ça, il fait des images un peu comme ça, qu'on ne peut pas comprendre. Et il mixture plusieurs de caractéristiques dans un carré qui va dire que c'est une partie d'une voiture. Et à ce point, on peut se demander à nous-mêmes comment est-ce qu'on va utiliser des images dans les réseaux de neurones. Je vous ai dit déjà que dans les réseaux de neurones, on utilise des nombres dans les neurones. Mais une image, ce n'est pas un nombre. Donc, comment est-ce qu'on va traiter une image en utilisant des nombres d'une manière algébrique, mais qu'on peut utiliser dans un réseau? Et comment on va extraire les données pertinentes d'une image? Et comment, pour la machine, choisir les caractéristiques les plus importantes à traiter? On fait ça en utilisant les convolutions. Vous savez que dans chaque image, il y a des petits pixels, ce sont les petites parties de chaque image, les couleurs, la luminosité. Et on peut représenter chaque image comme une matrice de nombres. Chaque nombre représente la luminosité ou la couleur rouge et la couleur vert de l'image. En général, dans les réseaux de neurones, on utilise l'image toujours blanc et noir parce que c'est plus simple. Il y a moins d'informations pour la machine traiter, donc c'est plus vite aussi. Et donc ici, on a l'image et on va mettre un filtre qui s'appelle kernel qui va faire une convolution avec l'image et engendrer une autre. Comment on fait ça? On va choisir toutes les possibilités des régions différentes dans l'image. Donc on a un carreau ici de 9 pixels. On va faire plusieurs carreaux de 9 pixels. Et on va multiplier chaque pixel par la valeur qui est dans le filtre de convolution. Et on va les ajouter tous et faire une nouvelle image. C'est plus facile de comprendre quand on a des exemples. Ici, c'est plus ou moins la même chose. On va faire cette convolution pour tous les pixels dans l'image, juste pour créer une autre. J'ai un exemple ici. C'est un animal que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si vous avez une idée, dites-moi, parce que je pense que c'est un petit kangourou, mais je ne suis pas sûr. Donc on a l'image, et je vais utiliser ce filtre-là. Qu'est-ce qu'il dit? Dans chaque pixel de l'image, je vais donner un poids de 8 au pixel du milieu, et aux alentours, je vais mettre un poids négatif. Qu'est-ce que ce filtre va faire? Il va choisir les points où il y a le plus de contraste dans les images. Il va les allumer, comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a allumé les bords de l'animal. Comme ça, on va les points où il y avait plus de contraste dans l'image. C'est un filtre, on peut utiliser des autres aussi. Ce filtre-là sert à éliminer le bruit dans l'image. Donc, tu vois qu'il y a moins de détails dans l'image. Et la sortie de la convolution, on appelle feature map ou carte de caractéristiques. C'est plus ou moins ça. C'est une manière de traiter les images avec des filtres, mais ce n'est pas nous qui va décider quels sont les filtres. Dans un réseau de neurones conventionnel, c'est toi qui choisis l'entrée du réseau. On a le premier stage, on choisit quelles données on va mettre ici et on les met ici. Mais dans le réseau de neurones convolutifs, CNN, c'est Convolutional Neural Network, qui est plus ou moins le deep learning, c'est l'ordinateur qui choisit l'entrée. Il faut avoir donc un stage d'extraction des caractéristiques du données que vous voulez classifier. C'est plus simple d'expliquer comme ça dans une image. Ici, on a la partie d'un réseau de neurones normal, conventionnel. Il y a le neurone, il y a le poids. J'ai déjà expliqué tout ça. Mais avant, on va traiter l'image avec les filtres de kernel. Et c'est la même chose ici. On va mettre l'image au début. Il y a plusieurs stages de filtres et de convolutions.
Et à la fin, on va mettre les images dans un réseau conventionnel et comme ça, on va obtenir la classification de la fin du réseau. Mais ces filtres-là, ce n'est pas nous qui va choisir, c'est la machine. Comme avant, on pouvait entraîner les poids des connexions entre les neurones d'un réseau normal, ici, les filtres sont entraînables aussi. Et ça, c'est avec les mêmes algorithmes, les backpropagation et gradient descent. Voici un exemple. On a l'image d'une voiture et il y a plusieurs stages de convolution et de filtres. Au début, vous ne voyez pas, c'est trop petit. Mais au début, il y a des images qui sont presque la même image, mais blanc et noir, plus blanc, plus noir. Mais à la fin, après plusieurs filtres, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. C'est presque aléatoire, les informations là-bas. Mais la machine va réussir à classifier cette image quand même. Ici, la machine a dit c'est une voiture. C'est la bonne réponse. Alors, pour faire l'entraînement d'un réseau de neurones, il faut avoir beaucoup de données, comme Pedro a dit. Mais imaginez que vous n'avez pas ces données encore. Sur Internet, vous trouvez beaucoup de bases de données qui ont plusieurs photos des fleurs, des animaux, des personnes, du ciel, des tissus, du corps. Et on peut les utiliser dans votre application. Mais si vous voulez faire une nouvelle application pour laquelle il n'y a pas encore une base de données grande ou bonne pour cette application, on va utiliser ce qu'on appelle Data Augmentation. Imaginez que vous avez créé un réseau de neurones, Deep Learning, qui va classifier quel animal est dans une image. Vous avez deux chiens chez vous, ce sont Nicolas et Johnny, et vous n'avez qu'une photo de vos chiens. Mais vous voulez utiliser cette photo pour entraîner un réseau de neurones. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire presque une fraude, on va produire des informations fausses et multiplier les données que je possède. Comme avec le changement artificiel du bruit de l'image, on fait le flip aussi, c'est quand on fait le miroir d'une image. La translation, on met les chiens plus à gauche, plus à droite. Et la luminosité de l'image, on peut changer aussi. Vous voyez qu'il y a des images avec plus de lumière, moins de lumière. Et on va utiliser ces données-là pour entraîner le réseau. On a commencé avec une image et on a fini avec plusieurs images pour l'entraînement. C'est une technique utilisée pour créer des réseaux de neurones. Et bon, les applications du Deep Learning, aujourd'hui, il y en a plusieurs applications, mais les trois principales aussi qu'on voit, c'est dans les soins de santé. Lorsque on peut faire des diagnostics de cancer. Alors, on peut dire si c'est un cancer malin ou si c'est un cancer bénigne. On peut voir le pourcentage d'être vraiment un cancer. Donc, ici dans cette image, on peut voir 6 images de cancer et 6 images qui ne sont pas un cancer. Ici, le Deep Learning va dire quelle est la chance de chaque image être un cancer. Donc ici, il y en a 82%, ici 96%, ici 79% d'être en cancer. Et les autres ici, elles ont une baisse probabilité d'être en cancer. Donc, le programme va dire que ce n'est pas un cancer. C'est tout dans les probabilités. Aussi, on fait le traitement d'audio. Et pour faire ça, on doit convertir le audio en image. Parce que c'est un peu difficile de la machine de fonctionner seulement avec de l'audio. Donc, on transforme ça en image. Pour que ça facilite la visualisation et la compréhension de Deep Learning. Ici, par exemple, on a des ondes sonores qui sont converties en images. Et après ça, par exemple, on convertit en son d'un piano, on convertit en son d'une voix, et on convertit en son d'une batterie en une image. Après ça, que la machine identifie les principales caractéristiques d'une image, par exemple d'un piano. Donc par exemple, le programme va voir qu'un piano, il a une fréquence déterminée. Donc, il va approximer ça d'une image pour dire qu'est-ce que c'est le son d'un piano. Ici, on peut voir que
le programme, il est capable de dire qu'il y a un piano, il y a aussi une voix. Et il peut voir des différents types de sons pour dire quels sons sont présents dans un son. Et pour la reconnaissance d'images, il est capable de reconnaître et identifier des personnes et des objets ou quelque chose, peu importe. Et il comprend le contenu et le contexte de l'image. Ça peut être appliqué à des jeux, par exemple des jeux en réalité virtuelle que tu peux jouer. Par exemple, il y a un jeu qui dit « Ah, trouve quelque chose », tu mets la caméra sur lui et il va dire « Qu'est-ce que c'est ?» Aussi dans les médias sociaux, le commerce de détail, le tourisme. Le tourisme, c'est une catégorie qui a beaucoup de potentiel. Par exemple, tu vois un point touristique et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu pointes la caméra de ton portable. Dans le point, il va dire qu'est-ce que c'est, parce qu'il est déjà entraîné à dire, par exemple, la Tour Eiffel. Donc ça, c'est un peu le résumé de comment tout marche. Donc tu lui donnes des données pour qu'il entraîne. Il extrait les principales caractéristiques, par exemple le format d'une tête d'un chien, le format de son corps, de tout. Et il classifie ces données dans des, comme j'ai expliqué avant, dans des caractéristiques qui sont seulement du chien. Et il conclut que c'est un chat? Non. Ouais, bon, il va dire, tu lui donnes une image et tu vas dire que, par exemple, c'est un chat et il y a, par exemple, 90% d'être un chat ou 10% d'être un chien. Merci beaucoup. C'était ça, merci beaucoup à tous.